Bonsoir tout le monde. On est très content de vous avoir ce soir avec nous pour ce premier webinaire en français finalement. Après plusieurs mois d'attente, on lance notre série de webinaires en français. On est très content de vous avoir ce soir avec nous. On a un super line-up. On a Dr. Zoomer avec nous. On a Brenda Rogers, physiothérapeute. On a Ken Calder, notre patient ressources. Et moi, je suis Elie Karam, je suis la membre du conseil de la CSA et je suis très content de vous avoir ce soir avec nous. S'il vous plaît, laissez-nous un petit message dans le chat box. Laissez-nous savoir d'où vous venez. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimeriez prendre de cette session aujourd'hui avec nous ce soir. Puis comment vous vous sentez. Laissez-nous savoir un petit peu comment ça se passe avec vous. On est là pour vous. On va commencer dans pas long. Je vais juste ouvrir mon petit chat box ce soir. Ah, bonsoir de Montréal. Salut, salut. Ma petite impression me dit que c'est Glicor. OK, super. Ben, Dan, tu me dis quand est-ce qu'on serait prêt pour commencer. Je vais juste vous dire qu'aujourd'hui... Oui, on oui, a oui. 36 maintenant, donc on peut peut-être attendre une autre minute ou deux, puis on sera prêt d'y aller. Excellent, excellent. Ben, on va juste laisser un petit peu de temps au monde de prendre le temps de s'installer, puis tranquillement regarder ce webinaire. On est vraiment content de vous avoir ce soir avec nous. On va essayer de vous passer autant d'informations que possible sur la spondylarthrite. Aujourd'hui, ça va être notre première version. Ça va être une version un peu speed dating. On va passer un petit aperçu, mais c'est promis, on vous réserve la suite dans pas long. Bon. Notre-Dame du Partage. Ah, super. Salut. Bon, je vais commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Encore une fois, on est vraiment très content de vous avoir ce soir avec nous. Mon nom est Elie Karam. Je suis membre du conseil de l'Association canadienne de spondylarthrite. J'aimerais remercier nos partenaires sans qui ce webinaire ne serait pas possible. Je vais commencer par l'ordre du jour. Donc, on va faire un petit survol sur ce qu'est l'ACS. On va faire une petite présentation là-dessus et on va continuer avec la présentation de chacun de nos présentateurs. Puis, on va finir par une période de questions-réponses. S'il vous plaît, gardez vos questions dans le chat box. On répondra au fur et à mesure autant que possible à la fin. Donc, qui sommes-nous? L'ACS est une association nationale dont le seul objectif est de venir en aide aux personnes atteintes de maladies spondylarthritiques. C'est une organisation sans but lucratif qui est enregistrée au fédéral. Le conseil est composé de bénévoles atteints de spondylarthrite ou affectés par cette maladie. Nous avons une excellente directrice exécutive, Wendy, et un responsable des médias sociaux, Dan, que nous remercions d'ailleurs pour l'excellent travail qu'ils ont fait, sans qui on n'aurait pas eu l'opportunité d'être présent ce soir. Donc, quelle est notre mission? Notre mission en tant qu'association est d'être le chef de file de la communauté de spondylarthrite au Canada, en offrant du soutien, de l'éducation, en défendant les droits et en faisant de la sensibilisation aux patients, aux soignants, aux proches et aux professionnels de la santé grâce à des approches innovantes. On a 4 piliers majoritairement. On a tout d'abord le pilier de l'éducation. On essaie d'être des plaidoyers pour la cause. On essaie de faire beaucoup de sensibilisation, comme l'activité de ce soir, et on essaie de prodiguer des activités de soutien. La sensibilisation, donc à travers des médias sociaux, à travers le soutien communautaire, à travers des webinaires comme celui-ci, puis aussi à travers des activités diverses sur le plan national et international. On essaie d'être vraiment les plaidoyers pour la maladie. On essaie d'augmenter autant que possible l'accès à la médication, aux équipements, aux services. On essaie d'élaborer des politiques de soins qui pourraient aider et favoriser l'accès aux soins. On essaie également de s'investir énormément dans la recherche, autant que possible, parce qu'on croit vraiment en l'impact de la recherche et on sait que la recherche, c'est vraiment le noyau pour faire avancer les choses.
On essaye donc de prodiguer également des activités de soutien. Une des principales activités de soutien, c'est les rencontres de groupe en personne ou à travers des réseaux, comme par exemple WhatsApp. On a commencé il y a quelques années avec 3 groupes, et là, on est rendu à près de 12 groupes dans le Canada, ce qui est super. On essaie également de faire du soutien à travers les groupes Facebook. Puis récemment, avec le coaching, je vais vous en parler dans pas long. Donc, ça, c'est le premier webinaire en français. On est super content de l'avoir. Je suis sûr que ça ne va pas être le dernier. On a une longue série qui nous attend. On essaie autant que possible de prodiguer le maximum d'informations aux patients à travers des webinaires, mais aussi à travers des événements Facebook Live. Donc, si jamais vous n'êtes pas membre de la CSA, de l'ACS, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous joindre à nous. L'adhésion est complètement gratuite. Il suffit juste de partir au site de spondylitis.ca. Une petite remarque, nous offrons de l'information ici. Ce n'est pas des conseils médicaux. L'information présentée et traitée ici peut ne pas s'appliquer à votre condition médicale. Donc, discutez toujours, s'il vous plaît, des traitements médicaux avec votre propre professionnel de la santé qui connaît vos antécédents médicaux. Parfait. Donc là, juste pour faire une petite relève, je vais juste introduire notre prochain présentateur. On est vraiment très chanceux de l'avoir avec nous ce soir. C'est Dr. Michel Zoomer. Donc, Dr. Michel Zoomer a reçu son doctorat en médecine de l'Université Laval. Il a suivi par la suite une formation spécialisée en médecine interne et en rhumatologie à l'Université de Montréal et à l'Université de McGill. Le Dr. Zoomer est un professeur agrégé à l'Université de Montréal et a été chef de service de rhumatologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1997 à 2017, où il exerce comme rhumatologue clinicien. Il est actuellement membre du conseil d'administration du Consortium canadien de recherche sur la spondylarthrite, le SPARC. Il a été également président de l'Association canadienne de rhumatologie et de l'Association des médecins rhumatologues de Québec, ainsi que membre du conseil d'administration du Journal of Rheumatology et de l'Alliance de l'arthrite du Canada et de la Ligue pan-américaine des associations de rhumatologie PANLAR. En 2017, l'Association canadienne de rhumatologie a décerné au Dr. Zoomer le prix de rhumatologue émérite pour sa contribution exceptionnelle à la rhumatologie au Canada et en 2020, le prix de maîtrise de l'arc. Actuellement, le Dr. Zoomer se concentre sur l'amélioration de la prestation des soins de santé pour les personnes souffrant de problèmes rhumatologiques. De plus, ses intérêts de recherche comprennent la polyarthrite psoriasique, la spondylarthrite et la polyarthrite rhumatoïde. Merci beaucoup, Dr. Zoomer, d'être parmi nous ce soir. On est vraiment très content de vous avoir. Merci beaucoup, Dr. Karam. Je vais essayer de... Vous voyez la présentation, oui? Excellent, oui. Bon, alors on va revenir. Bon, mais bonsoir tout le monde et je remercie l'ACS pour l'invitation pour parler de la spondylarthrite. C'est toujours un grand plaisir de parler des maladies rhumatologiques. Donc, ce soir, c'est la spondylarthrite. Spondylarthrite, ça veut dire spondyle, c'est la colonne. Arthrite, ça veut dire inflammation des articulations. Donc, c'est la maladie où il y a de l'inflammation dans la colonne. Alors, les objectifs de ce soir, c'est surtout de décrire un peu l'approche diagnostique, comment on fait les diagnostics, un peu l'approche thérapeutique. On n'a pas beaucoup de temps et ça va être un peu rapide, mais je pense que vous allez être capable de me suivre. Donc, juste commencer avec une présentation clinique d'une personne qui se présente pour une douleur lombaire suite à un accident, une entorse au travail. Il a noté qu'il a toujours eu le dos faible depuis au moins 10 ans. Il a pris des différents médicaments en vente libre. Il a déjà consulté en ostéopathie, chiropraxie, acupuncture avec un soulagement temporaire, mais incomplet. Donc, il rapporte que son dos est raide pendant 1 heure le matin et mieux l'après-midi et il est réveillé par la douleur vers la nuit vers 4 heures du matin. Donc, c'est une présentation assez typique des personnes qui viennent nous consulter. Donc, c'est quoi, comment ça se présente? La lombalgie, les douleurs lombaires, au moins 80% des gens ont au moins un épisode de douleur lombaire dans leur vie.
25% des travailleurs, et c'est la première cause d'incapacité due au travail. Normalement, les douleurs lombaires débutent entre 20 et 40 ans. 90% des épisodes de douleurs lombaires s'est établi en dedans de 4 semaines et 5% la douleur peut durer plus que 3 mois et à ce moment-là, on dit que c'est une douleur chronique. Pour le retour au travail, 50% retour au travail après 6 mois, 25% après 1 an et si on a des douleurs lombaires pendant 2 ans, il n'y a presque pas de chance de retour au travail. Donc, parmi toutes les douleurs lombaires chroniques, ça veut dire les douleurs qui durent plus que 3 mois, il y a juste 5% qui sont la spondyloarthrite, donc une maladie inflammatoire de la colonne, une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qui est assez rare, en bas de 1% et assez difficile à faire le diagnostic. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un bon retard dans le diagnostic. Donc, on peut se demander quel est le délai moyen pour le diagnostic de spondyloarthrite. Alors ici, c'est un graphique qui démontre 2 courbes. La courbe à gauche, c'est le début des symptômes. Les couleurs comme orange, c'est les femmes. Les couleurs bleues, c'est les hommes. Et la courbe à droite, c'est l'âge au diagnostic. Donc, la première chose qu'on peut observer, c'est que l'évolution est à peu près égale pour les hommes et les femmes au niveau des symptômes et au niveau du délai de diagnostic. Normalement, les douleurs commencent en bas de 40-45 ans. C'est très rare que la maladie débute après l'âge de 50 ans. Et le délai qu'on voit entre les deux courbes, c'est en moyenne de 9 ans. Maintenant, ça reste quand même vrai que le délai diagnostique est de 7 à 9 ans. Quand j'étais bébé rhumatologue, il y a quelques années, on disait que c'était une maladie d'homme, qu'il y avait 9 hommes pour une femme qui était atteinte de spondyloarthrite. Mais avec les années, avec les nouveaux modes de diagnostic que je vais vous montrer tantôt, on est maintenant rendu à un ratio sec de 1 pour 1. Donc, on a autant de femmes que d'hommes qui sont atteints de spondyloarthrite. Donc, il y a eu un sondage fait auprès des patients canadiens pour voir c'était quoi le délai de diagnostic ou combien de personnes qu'ils ont consultées avant. Donc, il y avait à peu près 3 professionnels de la santé différents qui étaient consultés avant le diagnostic de la maladie et les gens avaient passé au moins 6 examens médicaux avant qu'on puisse faire le diagnostic. Juste, il faut que je ferme. Bon, ça va. Alors, on voit dans la graphique à gauche le type de médecins qui étaient consultés, qui ont fait le diagnostic. Et dans le cercle au centre, on voit que 70% des fois que le diagnostic est posé par un rhumatologue et on regarde les tests de diagnostic dans magnétique et parfois aussi le test de gène HLA-B27. Donc, comment se présente la maladie de spondyloarthrite? La plupart des gens qui ont la maladie ont une douleur lombaire chronique, donc une douleur dans la colonne qui dure au moins 3 mois. On peut aussi avoir de l'arthrite, donc l'inflammation dans une articulation autre que dans la colonne, des anthésites, ce qui est l'inflammation de l'insertion du tendon ou du ligament dans l'os, une dactylite qui veut dire tout un doigt ou un orteil qui est enflé, ou des manifestations extra-articulaires, donc des choses qui ne sont pas reliées au système musculo-squelettique et je vais vous montrer ça tantôt. Donc, c'est un groupe de maladies, la spondyloarthrite, qui ont plusieurs types de maladies. La spondylite ankylosante, qui est le prototype de la maladie. Mais on a d'autres maladies comme l'arthrite psoriasique, où on peut avoir un composant de douleur dans la colonne et les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Et tout ça est quand même relié au gène HLA-B27 qui est présent fréquemment dans plusieurs de ces maladies. Donc, comment on fait le diagnostic? Donc, le diagnostic, c'est un diagnostic clinique. Donc, il n'y a pas de test spécifique pour la maladie. Donc, il n'y a pas un test qu'on peut faire, que ce soit une radiographie ou une prise de sang qui va donner le diagnostic. C'est surtout les symptômes, l'examen physique qui est fait par le médecin
qui est supporté par de l'imagerie, donc des radiographies ou des résonances magnétiques et parfois un test pour le gène de l'HLA-B27. Donc, pour l'analyse et l'examen, on va parler surtout des problèmes des articulations, mais aussi des atteintes qui sont à l'extérieur des articulations. Donc, les douleurs lombaires, ce qui est le symptôme le plus fréquent, c'est un début insidieux. Ce n'est pas comme une douleur aiguë, un accident de travail, une entorse lombaire aiguë. La plupart du temps, c'est progressif et ça arrive tranquillement. C'est une douleur qui est plus importante le matin et qui diminue avec l'activité, ce qui est le contraire d'un problème de douleur mécanique, comme un problème de disque lombaire, de nerf discal ou d'une entorse lombaire. Ça réveille dans la nuit, mais surtout dans la deuxième moitié de la nuit, vers les petites heures du matin. Et la plupart du temps, c'est bien soulagé avec la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, surtout quand c'est pris à des pleines doses, donc des doses qui sont plus anti-inflammatoires. Et on a des symptômes autres comme l'arthrite, la dactylite et l'anthésite que j'ai mentionné tantôt. Alors ici, vous avez l'exemple de l'arthrite, donc un genou qui est enflé, qui peut être associé à la maladie, avec un genou normal. Une anthésite, ça arrive fréquemment au niveau du tendon d'Achille. Vous avez ici un tendon d'Achille qui est normal. Ici, il y a de l'inflammation au niveau de l'insertion, donc une anthésite, l'insertion du tendon d'Achille et de l'inflammation dans le tendon d'Achille. Et on voit aussi des dactylites, donc tout un doigt ou un orteil qui est enflé. Donc, quand on voit ces symptômes qui sont associés à des symptômes de douleur lombaire chronique, ça nous fait plus penser à une maladie de spondyloarthrite autre que d'autres types d'arthrite. Et on a aussi des symptômes non musculosquelettiques, donc non reliés aux articulations. Si on regarde toutes les personnes qui ont une spondylite ankylosante ou une spondyloarthrite, il y a au moins 40 à 50% des gens qui ont au moins une des atteintes extra-articulaires. La plupart du temps, au moins la moitié de ces gens-là ont une uvite, donc une inflammation au niveau de l'œil. On a des gens qui ont du psoriasis et une maladie inflammatoire de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Normalement, si on regarde l'uvite, qui est l'inflammation, donc c'est des symptômes de douleur au niveau de l'œil. On a la vision floue, l'œil est rouge. Et normalement, ça arrive d'un côté ou de l'autre et ça dure quelques semaines. Normalement, ça guérit toute seule. La plupart du temps, 80% des fois, l'uvite arrive avant le diagnostic de spondyloarthrite. Et donc, si on a une uvite, à peu près la moitié des uvites sont associées à l'HLA-B27. Et si on a une uvite avec l'HLA-B27, on a à peu près 70% de chances d'avoir une spondyloarthrite. Donc, nous, on voit souvent des personnes qui ont une uvite vont aller voir leur ophtalmologue. Leur ophtalmologue vont faire un questionnaire pour voir s'ils ont des symptômes de douleur lombaire et nous réfère les patients. Et c'est une bonne façon qu'on a dépisté à cause que l'uvite est arrivée avant l'apparition de diagnostic de spondyloarthrite. Le psoriasis aussi, ça nous peut nous donner le piste pour penser à une spondyloarthrite quand c'est associé à des douleurs lombaires chroniques et les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, pour le diagnostic, on regarde les symptômes, on questionne les personnes pour les symptômes et on fait aussi l'examen physique. Je ne vous ai pas mis l'examen physique aujourd'hui, mais on examine pour voir la mobilité de la colonne lombaire, pour voir s'il y a de l'inflammation dans les articulations, pour voir s'il y a des anthésites ou des dactylites. Au niveau de l'imagerie, on a des radiographies simples et la résonance magnétique. Donc ici, on a une radiographie d'un bassin qui est normal. Et ce qu'on veut regarder, ici, vous avez les deux hanches. Vous avez l'articulation de la hanche ici, l'articulation de la hanche ici, la colonne lombaire. Et en bas de la colonne, on a les articulations sacro-iliaques. Donc, souvent, la maladie peut débuter au niveau des articulations sacro-iliaques. Ici, ils sont normales. On voit la ligne noire de chaque côté. Si on regarde ici, on voit que la ligne noire qui était bien alignée là-bas, on voit qu'elle est floue ici, c'est un peu plus blanc, c'est irrégulier, c'est des érosions, donc c'est des petits
morceaux d'os qui sont un peu grugés au niveau du bassin. Et quand la maladie progresse, on a une fusion complète des sacroiliacs, donc l'os qui fait des ponts qui rejoignent les deux côtés de l'articulation et ça devient complètement ossifié. Et ça, par exemple, c'est quand même assez typique de la maladie. On a des changements au niveau de la colonne lombaire. Ici, on a une colonne lombaire normale avec les vertèbres. Entre les vertèbres, le noir, c'est des disques. Et si on regarde ici, c'est assez subtil, mais les vertèbres sont plus carrées et des fois, on peut avoir un peu d'inflammation au bout des vertèbres. Et ici, on voit beaucoup mieux les petits ponts d'os qui sont entre les vertèbres, ce qui fait que la colonne devient plus raide. Et ces images ici sont quand même très typiques de la maladie. Il n'y a pas d'autre chose qui peut donner ces images. Donc, quand on voit ça, on peut faire le diagnostic de spondyloarthrite. Et quand ça progresse plus, on peut avoir ce qu'on appelle la colonne en bambou, donc beaucoup plus d'os entre les vertèbres. Il y a bien des années, on voyait les personnes avec beaucoup de raideur dans la colonne et même les gens qui étaient quand même assez courbés par en avant. C'était des maladies plus graves. De nos jours, beaucoup des personnes avec spondyloarthrite n'ont pas d'image radiologique, donc ils n'ont pas les changements au niveau de la radiographie. Les colonnes peuvent rester quand même plus souples et les maladies qu'on voit de nos jours, en général, sont beaucoup plus légères qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans. Quand la radiographie est normale, quand on a des symptômes, quand on pense vraiment que c'est très probable que les gens peuvent avoir ou que c'est possible que les gens peuvent avoir une spondyloarthrite, on peut faire une résonance magnétique. Ici, c'est une résonance magnétique du bassin. Et ce qu'on voit ici dans le blanc, c'est de l'inflammation dans l'os. Ça s'appelle l'osteiite. Quand c'est près de l'articulation sacroiliaque, ça peut encore nous donner plus de probabilité que ce soit la maladie d'une spondyloarthrite. Donc, quand la radiographie est normale et si on a une haute suspicion que la personne ait une spondyloarthrite, on peut faire une résonance magnétique qui peut nous aider à faire le diagnostic. Mais on peut aussi faire l'examen pour le gène de l'HLA-B27. C'est un test génétique, c'est un gène, donc on fait ça juste une fois dans la vie. On n'a pas besoin de la répéter, ça ne change pas au courant de sa vie. Alors, quel pourcentage des Caucasiens sont porteurs du gène HLA-B27? Donc, si on a un HLA-B27, ça ne veut pas dire que nous avons la maladie, la spondyloarthrite. Donc, quand on regarde la prévalence dans la population, ici c'est américain, mais c'est la même chose ici au Québec, il y a à peu près 6 à 8 des gens dans la population générale qui ont l'HLA-B27. Mais quand on regarde le pourcentage des personnes dans la population qui ont la maladie, c'est 0,52. Donc, il y a à peu près juste 3 à 5 des gens avec le gène qui ont la maladie. Par contre, si on a une spondylite ankylosante, à peu près 90 des gens qui ont une spondylite ankylosante ont le gène de la HLA-B27. Et si on a une spondyloarthrite non radiographique, donc les gens qui ont une radiographie normale, mais la résonance magnétique qui est positive, qui démontre de l'inflammation, il y a à peu près 70 des gens qui ont un HLA-B27. En autre mot, si vous avez une douleur lombaire chronique qui dure plus que 3 mois, qui a débuté en bas de l'âge de 45 ans, et vous êtes porteur de gène de l'HLA-B27, vous avez une chance sur 3 d'avoir la maladie, mais la majorité des gens, 2 sur 3, n'auront pas la maladie. Donc, ça peut nous aider à un peu faire le triage et à augmenter notre suspicion de la maladie, mais ça ne donne pas le diagnostic, juste le fait d'avoir le gène. Si on a le gène et on a quelqu'un dans notre famille qui a une spondyloarthrite, donc on a encore plus de chances d'avoir la maladie, c'est à peu près 10 Donc, il y a bien des années, quand on regardait la phase radiologique, donc ce que je vous ai montré, les gens qui avaient, c'était la spondylite ankylosante. Mais on a aussi une phase qui, on pense, arrive avant la spondylite ankylosante, qui est la spondyloarthrite non radiographique. Donc, ça, c'est les gens qui ont des douleurs
lombaires de type inflammatoire qui ont une radiographie normale, mais la résonance magnétique démontre de l'inflammation. Donc, chez ces gens-là, parfois, ils vont par la suite développer des changements au niveau de la radiographie et ils vont développer la spondylite ankylosante et c'est à peu près 40% des gens. Donc, on peut avoir la maladie sans avoir des changements des radiographies au niveau des radiographies, sans avoir grande raideur au niveau de la colonne. Donc, si je veux résumer le diagnostic, on regarde les indices cliniques, donc une douleur lombaire qui dure plus que 3 mois, le début avant 45 ans. Si on a une dactylite, enthésite ou arthrite, ça augmente la probabilité d'avoir la maladie. Si on a une uvite ou une maladie inflammatoire de l'intestin ou psoriasis, ça augmente les chances d'avoir la maladie. Et si on a quelqu'un dans notre famille qui a une spondyloarthrite ou une uvite, une maladie inflammatoire de l'intestin ou psoriasis, ça augmente encore une fois les chances d'avoir la maladie. Et comme examen, on fait des radiographies et si les radiographies sont normales, on peut faire une résonance magnétique ou un HLA-B27 et on peut aussi faire un test, une prise de sang pour la CRP, la protéine sélective, qui peut démontrer l'inflammation. Donc, au niveau du traitement, donc, c'est quoi les buts du traitement? C'est surtout soulager les douleurs, donc améliorer les signes et les symptômes de la maladie, améliorer la fonction et essayer de prévenir la fusion de la colonne, maintenir la qualité de vie. Donc, ici, c'est un questionnaire que des fois, on demande des personnes à remplir sur l'activité de la maladie où ça demande des questions sur les symptômes et on a aussi des questionnaires pour regarder au niveau de la fonction. Donc, le traitement, le processus de traitement, c'est quoi l'approche au traitement, mais surtout l'éducation ou l'information sur la maladie, ce qu'on fait ce soir. L'exercice, la physiothérapie a été bien prouvée pour améliorer les symptômes de la maladie. Un peu les associations, les groupes d'entraide, un peu comme l'ACS. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est le premier médicament. C'est comme le naproxen, le Celebrex, le Voltaren. Et normalement, 70% des gens qui reçoivent des anti-inflammatoires non stéroïdiens vont avoir un bon soulagement de leur maladie, n'auront pas besoin d'autres médicaments. Quand ça ne marche pas, on a des médicaments, des agents biologiques, comme les anti-TNF ou les inhibiteurs d'IL-17, qui est une autre molécule qui est responsable de l'inflammation. Parfois, on peut donner des injections de cortisone pour des problèmes qui sont très, très locaux, comme si on a de l'inflammation dans une articulation. Et la chirurgie, c'est extrêmement rare qu'on a recours à la chirurgie, sauf parfois pour les gens qui ont une maladie plus sévère et ça peut donner de l'arthrite au niveau des hanches et parfois les personnes ont besoin d'une opération pour les hanches, un remplacement total de la hanche. Donc, comme j'ai marqué, les anti-inflammatoires, ici on a quelques exemples. On a les anti-TNF, qui sont des médicaments qui sont disponibles depuis 20 ans. Vous avez ici les marques de commerce et maintenant on a des médicaments, des biosimilaires. Et bientôt, toutes les personnes qui reçoivent un de ces 3 médicaments vont être transférées vers un agent, un biosimilaire à cause de prix qui est beaucoup meilleur pour ces produits-là. Et on a des médicaments IL-17 qui est un autre médicament. Donc, tous ces médicaments, ça se donne en injection, c'est des injectables. Normalement, c'est des auto-injecteurs, des gens qui s'injectent tout seuls avec un stylo, un peu comme les diabétiques. Quand on prescrit des médicaments, on regarde les comorbidités parce qu'on peut choisir un type de médicament par rapport à l'autre, dépendant si la personne est aussi en présence de maladie de Crohn ou colite ulcéreuse, uvite, si on a une histoire de cancer, il y a certains médicaments qu'on évite dans la grossesse. Si on a une histoire de sclérose en plaques ou l'insuffisance cardiaque, on ne donnera pas, par exemple, un anti-TNF. Et si on a du psoriasis, on peut donner un médicament qui est plus efficace pour le psoriasis. Pour ces médicaments qui coûtent cher, les médicaments par injection, normalement, on a des demandes de médicaments d'exception ici. Ça, c'est normalement rempli par votre médecin.
pour demander au gouvernement ou à votre assureur privé donner la permission de recevoir le médicament pour l'assurance à cause du prix de ces médicaments. Donc, en résumé, le traitement, c'est la physiothérapie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans 70% des gens, c'est suffisant. Si ça ne marche pas, c'est les anti-TNF ou un IL-17. Et ça aussi, ça marche dans 70 à 80% des fois. Des infiltrations quand c'est nécessaire. L'arrêt de tabac, c'est très important à cause que les médicaments fonctionnent beaucoup mieux chez les gens qui ne fument pas. Perdre du poids, ça aide aussi l'efficacité des médicaments. Et les comorbidités sont importants aussi parce que quand on a de l'inflammation qui persiste, on a plus de risques d'avoir d'autres maladies comme les maladies du cœur et traiter la maladie, la spondylite ankylosante, ça diminue aussi les risques d'avoir, par exemple, une crise cardiaque. Donc, en conclusion, les douleurs lombaires, c'est très fréquent dans la population. Les spondyloarthrites sont assez rares, c'est un défi diagnostique. Et souvent, pour les médecins de famille, il faut comprendre, en médecine générale, s'il y a juste 3% pas 3, mais en bas de 1% des gens qui présentent une douleur lombaire qui ont la maladie, c'est très difficile à dépister. Il y a certains examens qu'on peut faire pour essayer d'aider le dépistage. Le traitement est surtout symptomatique. C'est surtout pour aider la douleur et la raideur et avec les anti-inflammatoires, les infiltrations, avec les agents biologiques. Et on est en train encore de faire la recherche pour voir si on peut modifier la progression de la maladie. Donc, ça veut dire que pour empêcher que la colonne devienne raide, on pense que ces médicaments qu'on utilise déjà peuvent le faire, mais il n'y a pas de preuve, les études sont en cours. Donc, je pense que c'est ça que j'avais à dire ce soir et je vais repasser ça à Dr. Karam. Merci beaucoup, Dr. Zoomer. C'était une super présentation. Beaucoup de questions, je les laisse pour la fin. En attendant, je vais introduire Brenda Rogers. On est chanceux de la voir aujourd'hui avec nous. C'est ma physiothérapeute. Je suis très content de l'introduire. Brenda est née à Toronto. Elle a vécu à Montréal et s'est installée au Québec depuis 40 ans. Elle est physiothérapeute, mais aussi ergonomiste. Elle a travaillé avec des patients sportifs en milieu hospitalier pendant 5 ans et actuellement, elle est en pratique privée. Elle travaille en étroite collaboration avec les rhumatologues depuis plus de 10 ans et elle voit beaucoup, beaucoup de cas de spondylarthrite. C'est vraiment quelqu'un qui se connaît vraiment beaucoup en spondylarthrite. Donc, on est très chanceux de la voir ce soir avec nous. Merci, Brenda, de nous partager ton expérience et ta présentation. Sorry. Tu es toujours en mute. Merci beaucoup de l'invitation, Dr. Karam. C'était très flatteur et c'était très, je crois, beaucoup à la cause. Je pense que vous faites un beau travail. Puis, c'était vraiment un espace qui manque de l'information et vous semblez vouloir prendre cette place-là et le combler. Et je crois que les connaissances, dès que les gens comprennent la maladie, c'est tellement plus facile de s'en occuper. Fait que je vous lève mon chapeau, c'est fantastique. Le mois de mai, c'est le mois de la physio, fait que ça tombe super bien en plus. La retraite en général, c'est une cause que je crois beaucoup. Là, à 15 ans, j'ai fait une levée de fonds en allant grimper une kilée, puis on a ramassé 500 000 $ pour la Société d'arthrite. J'ai toujours trouvé que l'arthrite était l'enfant pauvre de la recherche. Les maladies cardiaques, ça évolue, le sida, ça évolue, et l'arthrite, c'était stagnant. Comme disait Dr. Zoomer, depuis 20-25 ans, là, on a eu des percées et les patients qu'on voit maintenant, ce n'est plus du tout les patients dans le temps. S'il faut avoir le diagnostic de spondylite ankylosante ou spondylarthrite, si on a gagné cette loterie-là, je pense que la spondylite ankylosante, c'est probablement la meilleure sorte à avoir. Moi, je trouve que c'est ceux qui s'en sortent bien. C'est les jeunes patients,
vous êtes chanceux de tomber en Amérique du Nord, au Québec entre autres, où les gens vous prennent en charge rapidement, où que la médication est couverte. Avoir une spondylite ankylosante en Afrique, ça ne doit pas être la même game du tout, là. Je pense que s'il faut gagner cette loterie-là, ben, avoir la spondylite ankylosante, être au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, avoir les médications fournies ou payées, c'est déjà des gros, gros points. Comme Dr. Zoomer disait, c'est une maladie qui touche les jeunes patients, donc de 20 à 40, de 20 à 45 ans. Et c'est une maladie chronique. Donc, maladie chronique, ça a l'air lourd, mais en médecine, ça veut juste dire plus que 3 mois, là. 3 mois de douleur, mais qui va nous suivre toute notre vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'en occuper. Il faut prendre ça relativement tôt parce que entre 20 et 40 ans, c'est là que les gens choisissent leur carrière. C'est là que moi, j'ai été les plus productive et je pense que tout le monde l'est. C'est là qu'on fonde nos familles. Donc, c'est des gros... Si on ne s'occupe pas de vous maintenant, la société en général va perdre beaucoup parce qu'il va y avoir des gens super compétents qui ne pourront pas performer à leur pleine capacité. Donc, encore là, le fait que c'est une jeune clientèle, je pense qu'il faut vraiment y aller all-in pour aider cette clientèle-là, là. L'importance de l'interdisciplinarité, je pense que ça a été bien démontré dans le traitement du diabète. Les diabétiques travaillent beaucoup avec la médecine interne, les infirmières pivots, les infirmières cliniciennes, le nutritionniste, l'ophtalmologiste. Ils font beaucoup d'éducation, ils les entourent comme il faut et ces gens-là s'en sortent bien. Et je trouve que depuis une dizaine d'années, la rhumato est en train de prendre cette image-là pour les cas d'arthrite, entre autres les spondylites ankylosantes. Et je pense que c'est juste gagnant pour les patients, ça. Je pense que de travailler en équipe, c'est tout à leur honneur. Ils vont gagner beaucoup avec cette approche-là. En physio, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, toutes les grandes sociétés rhumatologiques, le ASA, le LAR, ils recommandent toutes que la physio soit rapidement intégrée avec les spondylites ankylosantes. Je pense que ça, c'est universel. J'ai eu la chance de donner une conférence au rhumato à Québec il y a 3 ans et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai appelé des cliniques en UK, en France, en Australie. Et il n'y a pas de protocole très, très bien défini. Tout le monde fait un petit peu sa petite recette, ce qu'il pense est bien. Il n'y a pas d'uniformité dans les programmes d'exercice pour les spondylites ankylosantes. Et ça, c'est un petit peu déboussolant pour tout le monde. Mais je pense que la raison, c'est qu'il y a rarement 2 patients de spondylite ankylosante qui ont le même problème. Il faut vraiment l'adapter à chacun. Fait que je pense que l'examen clinique et les buts des patients, c'est vraiment la clé du succès dans l'approche, dans le traitement, dans le programme d'exercice des patients. Souvent, quand les patients viennent, les premières visites sont très, très, très choqués que personne ait trouvé leur spondylite avant. Et ça, comme Dr. Zoomer disait, c'est 5, 8, 10 ans de symptômes avant un diagnostic. Et à la défense des médecins de famille, après les infections des voies respiratoires, les cas d'eau, c'est leur second gros raison de consultation. Et la grosse majorité, c'est des problèmes mécaniques, là, des hernies discales, des pincements et tout ça. Et même nous, comme physiothérapeutes à l'université, on est très, très, très formés dans les lombalgies, les problèmes de dos mécaniques, mais très peu inflammatoires. Donc, souvent, ça va passer sous le radar. Je ne pense pas que c'est la faute à personne, c'est avec des webinaires comme ça, avec la formation continue chez les médecins, c'est là qu'on va sensibiliser
tout le monde pour que les antennes s'allument, pour qu'on les voit plus tôt. Et je pense que le plus qu'on les voit tôt, le plus qu'on est capable de diminuer le risque de dégâts, là, le plus qu'on va mettre en place des bonnes postures de sommeil, des bonnes postures de travail, peut-être des choix de carrière. J'ai un jeune homme qui était sur la pelle mécanique, là, avec une spondylite ankylosante, 25 ans. Et après son diagnostic, à la deuxième visite, ben, il a changé, il est allé travailler pour l'entreprise de son père, qui est moins vibration, moins position assis stationnaire, et je pense que c'est tout à son honneur. Fait que je pense que plus qu'on les voit tôt, plus qu'on va pouvoir les aider à prendre des décisions plus éclairées dans leur cheminement. Bon, la qualité de vie est importante. Les sortes de spondylites ankylosante, les patients arrivent avec cette bannière-là, le dépistage a été fait en médecine, ils ont la médication qui vient avec, mais je vois beaucoup de sous-groupes, moi, de spondylite ankylosante. Le classique qui a des raideurs, donc la misère à plier, à déplier, à lever ses bras, à tourner sa tête. Donc, eux, on va leur travailler beaucoup plus avec des exercices d'assouplissement et tout. Mais je vois une clientèle qui sont, peut-être un 35 de ma clientèle qui sont relativement souples pour un diagnostic de spondylite ankylosante. Ils tombent dans la moyenne de mes patients qui n'ont pas le diagnostic, mais pourtant sont très souffrants. Ils ont beaucoup plus mal aux épaules, ceux-là souvent beaucoup plus mal aux hanches. Souvent, c'est plus les femmes que les hommes qui vont avoir cette présentation-là. Et encore là, mon approche avec cette clientèle-là, même s'ils sont la diagnostic de spondylite ankylosante, ne sera pas nécessairement que des exercices d'assouplissement. Je vais travailler beaucoup plus le renforcement, puis les muscles stabilisateurs là, de la colonne avec cette clientèle-là. Et s'il y a des lacunes particulières dans les mouvements, là, on va le travailler, mais ça va être complètement différent comme programme d'exercice. Donc, encore là, pourquoi il n'y a pas de programme universel, un petit leaflet qu'on va dessus sur Internet, puis tous les spondylites ankylosantes font la même chose? Je pense que c'est vraiment pour ça. En physio, je pense que notre gros rôle est les exercices, mais on a souvent beaucoup plus le temps que le médecin de famille ou le rhumatologue. On n'a pas à gérer toute la médication et le dépistage et les examens de laboratoire. Donc, souvent, on fait beaucoup d'éducation avec les patients sur c'est quoi au juste, qu'est-ce qu'ils ont lu sur Internet, sur la spondylite ankylosante, c'est quoi, quelles sont leurs craintes. J'ai eu des patients qui avaient peur de fonder une famille à cause de ça. J'essaie de mettre le tout en perspective. On vit dans des années tellement informatiques que souvent, dès que le patient a le diagnostic, du rhumatologue, il panique carrément, il va sur Internet, puis il voit des photos horribles, des gens tout courbés, le vieux monsieur tout rond avec sa vieille casquette en feutre, là. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu ça, là. C'est des photos de choc Internet qui font paniquer tout le monde. Ma première recommandation aux patients, c'est de ne pas aller sur ces sites-là pendant au moins le premier mois. Puis je vais leur donner des sites beaucoup plus fiables, beaucoup plus pondérés, qui mettent les choses en place. Puis quand ils apprennent plus à connaître la maladie, ils vont être plus capables de faire le ménage dans les sites qui ont de l'allure, puis les sites qui sont juste des sites chocs, là, pas du fake news, mais en tout cas. Ça, c'est super important au début, de ne pas tout écouter les histoires de tout le monde, puis d'aller à des personnes ressources fiables, à des sites fiables, puis aller s'informer, s'éduquer, pas prendre des décisions drastiques dès le début, laisser tomber la poussière, puis vivre ça un petit peu. Puis souvent, c'est pas si pire qu'on pensait que c'était en grosse majorité, là. Je trouve que les gens s'en sortent relativement bien, là. Bon, donc, nos buts, c'est vraiment d'éduquer le patient sur sa maladie, d'éduquer le patient sur ses risques aussi. Qu'est-ce qui peut s'en venir s'il ne fait pas attention, si la médication n'est pas bien contrôlée, s'il ne fait pas ses exercices.
les choses qui peuvent lui arriver. D'évaluer le patient, de voir là, où sont ses faiblesses, comme je vous disais tantôt, est-ce que ses mouvements sont belles, mais il y a beaucoup de douleur? Est-ce que ses muscles ne sont pas tout à fait assez forts? Est-ce qu'au contraire, il est déjà très, très raide quand on le voit? J'ai eu la chance à quelques reprises de voir des patients qui venaient d'autres pays, entre autres l'Amérique latine souvent, et eux sont rarement envoyés en physio dès le départ. Mais les rhumatos ici au Québec, nous, ils nous les réfèrent, je pense qu'en tout cas à Québec, puis je pense qu'à Montréal, à Maisonneuve-Rosemont aussi, tout de suite après la première visite en rhumato, sont tout de suite envoyés en physio. Donc, on a la chance de les avoir quand il n'y a pas trop de dégâts. Les quelques patients que j'ai eus d'Amérique latine ou qui ont consulté très, très tard dans la game, il y avait déjà beaucoup de limitations d'installer, puis on était un petit peu les mains liées avec ce qu'on pouvait faire. Fait qu'encore là, le dépistage précoce, quand les médecins vous donnent la recommandation de physio d'y aller, je pense que ça, c'est important. Encore là, décider du programme d'exercice selon le temps et les buts du patient. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Est-ce qu'il veut vraiment rester dans sa pile mécanique comme emploi? Est-ce que lui, il veut être coach de l'équipe de soccer de son fils de 5 ans? Est-ce que vraiment sonder le patient sur ses buts à lui? Comment la fatigue joue? Je trouve que personne ne parle jamais de la fatigue avec la spondylite ankylosante, avec les arthrites en général. Puis je trouve que c'est souvent un grand, grand facteur limitant dans leur énergie. Combien d'énergie qu'ils vont mettre dans les exercices après qu'ils ont fait leur semaine de 35 heures, puis ils ont couché les 2 enfants. Il faut garder ça en perspective aussi. Donc, combien de temps sont prêts à le faire? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement comme but? Puis vraiment, il faut essayer avec ce qu'on a vu lors de notre évaluation, il faut essayer de faire un programme le plus adapté possible aux patients. Excuse-moi, Brenda. Pardon? Excuse-moi, Brenda. Il va falloir qu'on... Oui, il va falloir qu'on fasse une petite conclusion. Nous, en physio, comment moi j'ai adapté ça? C'est vraiment, je vois les patients que 3 visites. La première visite, on fait l'évaluation, on cerne les buts. La deuxième visite, ils m'amènent des photos de leur poste de travail ou des photos de comment ils s'installent pour gamer ou des photos de whatever. Puis on corrige l'ergonomie. Les exercices, ça va être 20 minutes de leur vie. Mais s'ils sont tout croche la balance du temps, ça ne marchera pas. C'est comme aller chez le dentiste, puis il plombe ta dent, mais il oublie de te dire de comment te brosser les dents. Faut aussi, et ensuite, on leur montre la biomécanique, pourquoi que c'est important. La deuxième visite, on corrige les exercices et on ajuste aux besoins. Donc, je les vois que 3 fois. Les rhumatos m'ont demandé de faire un follow-up 6 mois plus tard parce que vu que c'est une maladie chronique, les choses changent et les buts changent, ce qui est très, très bien aussi. J'encourage les gens à faire leurs exercices. Je dis toujours aux patients, la spondylite ankylosante, c'est comme une flaque d'eau au Québec en novembre. Si on ne casse pas la glace à tous les jours, la flaque d'eau va figer plus rapidement que si on casse la glace à tous les jours. Donc, je les encourage à aller consulter une physio et à faire les exercices qui sont prescrits. Tiens, je vous relaisse la parole. The last part, short and sweet. Merci beaucoup, Brenda. Sérieusement, c'était incroyable, très inspirant. Je suis tellement content de t'avoir avec nous ce soir. Très franchement, tu m'as autant inspiré la première fois que maintenant, donc c'est nickel. Merci beaucoup. Je vais passer à la présentation suivante pour rester dans les temps. Donc, je vais aller avec ma présentation. Ça ne serait pas long. Si seulement ça ne bloquait pas. OK, c'est bon. Present. C'est bon. Là, je vais présenter une... je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. C'est-tu toujours dans le presenter mode ou c'est correct? Ah, c'est correct, je pense. OK, bon. Désolé pour ça. Bon, parfait. Donc, je vais présenter une composante qui est un peu différente ce soir.
je vais parler de coaching pour mieux vivre avec la spondylite ankylosante. Donc, petit rappel, dans le fond, mon nom c'est Eli Karam. Je vais vous présenter donc un petit aperçu sur le coaching, mon expérience personnelle et professionnelle avec le coaching. Je vais aussi voir avec vous pourquoi le coaching avec la spondylite ankylosante, faire une petite revue de littérature là-dessus et finalement essayer de différencier les faits des mythes sur le coaching. Donc, un petit mot sur moi. Je suis un mari tout d'abord, un père. Tiens, Brenda, je vais pouvoir te présenter ma petite fille, Sophia, qui a 2 ans et demi. Justement, tu m'en parlais. Je suis également un résident en médecine et je suis un coach formé et membre de la Fédération internationale de coaching ICF. Fait que, une petite parenthèse sur mon parcours en tant que patient d'abord, parce que je suis également un guerrier de spondylite ankylosante. Et dans le fond, il y a environ 4 ans, 4 à 5 ans, je commençais à ressentir des douleurs aiguës, articulaires, un petit peu partout, de façon complètement sporadique. Ça a commencé surtout à type de douleur au niveau du dos, de lombalgie, puis ça a suivi par des sciatalgies, des fois du côté droit, des fois du côté gauche. Ça a alterné sporadiquement de côté. Ça s'était produit après un match de squash. Donc, je me suis dit, bon, c'est probablement juste une entorse. Mais ça ne finissait plus d'en finir. C'était très incapacitant. Ça répondait juste au diclofénac, qui est un anti-inflammatoire. Puis en médecine, j'avais cette pensée comme quoi, bon, ça peut être ou bien mécanique ou bien inflammatoire. Fait que là, mécanique, ça se revient plus à l'effort, c'est exacerbé en fin de journée, ça diminue avec le repos. Inflammatoire, c'est surtout au repos et ça diminue à l'effort. Ça augmente donc durant les longues périodes d'immobilisation, exemple la nuit. Mais mes douleurs à moi, c'était pas vraiment clair, c'était pas vraiment du textbook. J'ai essayé de mettre toutes mes chances de mon côté. Je faisais ma physiothérapie en essayant d'éviter les activités trop agressives pour mes articulations, mais ça n'empêchait pas vraiment les crises de ressurgir sporadiquement et bien entendu jamais au bon moment. Donc là, tranquillement, l'image se clarifiait de plus en plus. Je commençais à avoir mal à l'épaule, à gauche d'abord, puis à droite. Certains matins, je me réveillais avec une douleur au niveau de la cheville gauche qui me forçait à boiter toute la journée. Fait que là, ça m'obligeait à mettre une chevillère juste pour dire, ou bien plutôt pour m'éviter trop de questions. Puis après plusieurs tests et visites médicales, entre autres le fameux HLA-B27 qui était négatif chez moi, des radios des sacroiliacs aussi négatifs, j'ai finalement suivi le gut feeling de ma femme, qui était résidente en médecine en ce temps-là. Puis, on a demandé à ce qu'on fasse des IRM centrés sur les sacroiliacs. Et le verdict, c'est une spondylarthrite. Donc, 4 ans environ avant ce diagnostic et plusieurs autres mois avant de pouvoir contrôler ma douleur, qui a finalement nécessité à passer à des injections qui diminuent l'inflammation. Bref, je suis super reconnaissant et chanceux d'avoir été diagnostiqué et traité. En tant que médecin, ce diagnostic n'était pas facile à faire pour moi-même. J'ai manqué mon propre diagnostic. Donc, 5 ans, c'est beaucoup, vous allez me dire. Ben, en moyenne, comme il a dit Dr. Zoomer, ça prend 7 à 10 ans. Ben, en fait, il a dit, je pense, 7 à 9 ans, pour être plus précis. Donc oui, je suis vraiment chanceux. J'espère que nous pourrons bientôt éviter à plusieurs patients des années inutiles de douleurs inexpliquées, invalidantes et surtout drainantes sur le plan émotionnel, relationnel et professionnel. Maintenant, le contrôle de ma douleur n'était vraiment que le début de mon processus de guérison. J'ai commencé à travailler avec un coach il y a à peu près 2 ans. Puis là, je travaille toujours avec un coach. J'étais rendu à ce point où j'étais épuisé. J'avais une très mauvaise gestion de l'énergie. Je venais de recevoir le diagnostic de cette maladie invisible sur laquelle il était difficile de vraiment mettre un nom pendant plusieurs années. J'étais chanceux d'avoir répondu aux injections. J'étais très reconnaissant pour cela, mais je n'aidais pas vraiment mon corps à guérir. Je mettais en péril ma propre guérison. Je m'auto-sabotais. J'étais, entre autres, un maniaque de contrôle. J'avais toujours besoin de mes routines qui se passent bien, sinon je perdais mon tempérament. J'étais ce vieux perfectionniste qui avait toujours besoin que tout se passe à la perfection. J'avais des standards très élevés. Puis ça commençait tranquillement à me tuer et ça commençait à me donner encore plus de poussée, de douleur. J'avais une autocritique qui était probablement aussi
qui était probablement dans le passé une des sources de motivation qui était en partie peut-être responsable de mon entrée dans un programme aussi compétitif que la médecine, mais c'était rendu mon pire ennemi. Je pensais que c'était le seul moyen que j'avais pour performer à mon meilleur, mais ce n'est pas vrai. Puis, j'avais des limites très malsaines et faibles avec mon entourage. J'aidais toujours tout le monde avant de m'aider à moi, puis je finissais par m'épuiser. Donc, tout le monde autour de moi ne pensait pas que j'avais vraiment besoin d'aide parce que j'étais la personne chez qui aller pour résoudre des problèmes. À ce moment-là, il manquait un joueur clé dans cette équipe multidisciplinaire de soins. Je suis vraiment reconnaissant pour mon médecin, mon psychologue, ma nutritionniste, puis Brenda, ma physiothérapeute. Mais c'est là que j'ai trouvé en fait un coach. Et un coach qui a littéralement changé ma vie. Ce processus transformateur m'a tellement impacté que ça m'a poussé à apprendre plus sur le coaching et à intégrer ce savoir dans le domaine médical et plus spécifiquement chez les patients atteints de spondylite ankylisante. Je me suis formé dans ce domaine et je compte vraiment l'intégrer complètement dans le domaine médical. Ce que j'offre présentement, principalement, c'est ce partenariat interactif avec des coachés qui peuvent parler ouvertement de leurs conditions avec quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'ils vivent présentement, au jour le jour, sans jugement et dans un espace sécuritaire et confidentiel. Cet espace-là est utilisé pour créer de nouveaux états d'esprit ou mindset. Il est toujours possible de faire sortir le meilleur de nous-mêmes, même dans les conditions les plus difficiles. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'écoute active, la curiosité et les questions stimulantes. Et c'est là que le coach essaie de s'associer avec le coaché pour l'aider à penser différemment, à passer à l'action, puis à atteindre ses objectifs personnels et professionnels sans lui procurer aucun conseil. On l'aide à parvenir à sa propre définition et sa propre mesure de succès. Ce que je fais, moi, le plus, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que, dans le fond, j'aime beaucoup aider mes coachés à accepter la nouvelle réalité et à se créer cette nouvelle identité qui inclut la maladie. La maladie n'est pas notre ennemi, mais notre ami et peut devenir notre plus grand mentor dans la vie si on lui laisse la place. J'ai trouvé qu'avec le coaching et la pratique d'autocompassion, on est plus apte à vivre une vie plus équilibrée, autant physiquement que mentalement. Et on est capable de se créer de nouvelles habitudes de vie centrées sur cette nouvelle identité de soi. Ce que j'offre et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est des stratégies pour essayer de mieux gérer, mieux manager la douleur. Et en fait, ces stratégies-là, elles sont aussi basées beaucoup sur le développement de notre intelligence et de notre agilité émotionnelle, puisque le contrôle des émotions constitue une composante importante pour le contrôle de la douleur. Ce que j'offre également, c'est un support continu pendant des mois avec une personne avec qui on peut parler, qui comprendra dans le fond ce qu'on vit, qui comprendra en fait ce qu'on vit, puis en fait, j'essaie autant que possible de les aider à développer des stratégies adaptées à leurs besoins pour faire face à des situations difficiles, telles que par exemple un conjoint, des amis, un travailleur, un boss en fait qui ne comprend pas ce qu'on vit et ne comprend pas qu'à des moments donnés, on a juste besoin de se reposer. Ce n'est pas parce que notre maladie est invisible et qu'on est jeune et qu'on n'a pas l'air malade qu'on ne l'est pas. Nous ne faisons pas semblant d'être malade, nous faisons semblant en fait d'aller bien. Il s'agit vraiment d'obtenir ce 10%, ce 10% de changement marginal qui va avoir un grand impact dans notre vie. La revue de la littérature sur le coaching montre que, en fait, c'est des données préliminaires encore, c'est toujours en cours, mais ça montre qu'il y a vraiment un impact sur le contrôle de la douleur, surtout quand on commence un coaching de plus de 6 à 12 mois. Ça nous montre aussi qu'en fait, le coaching améliore beaucoup le bien-être, autant psychologique que physique. Ça améliore beaucoup la qualité de vie. Ça nous donne une possibilité d'avoir de meilleures habitudes de vie et une meilleure capacité d'adaptation. Maintenant, juste une revue rapide des mythes autour du coaching. Premièrement, le coaching n'est pas une thérapie.
Si vous ressentez des symptômes sévères d'anxiété ou de dépression qui ont un impact sur votre vie, s'il vous plaît, contactez votre médecin ou thérapeute. L'avantage du coaching, c'est que le coach agit comme cet observateur externe, impartial. Pas votre ami, mais plutôt c'est cette personne, ce partenaire qui va savoir vous responsabiliser, savoir vous aider à avancer, à atteindre vos objectifs, toujours avec cette approche bienveillante et empathique. Finalement, pour ce qui en est en fait de l'investissement dans le coaching, je prends toujours l'exemple de LeBron James, le joueur de basketball de l'NBA qui joue pour les LA Lakers. Cette personne-là investit des millions chaque année pour ses entraîneurs personnels, entre autres des coachings pour le mental. Et là, je le comprends vraiment maintenant pourquoi. Parce que dans le fond, tout commence dans le gym mental. Une fois qu'on a cette clarté d'esprit, ça se ressent vraiment autour de nous. De plus, pour la question de temps, le coaché pourrait probablement trouver la solution par lui-même, mais le temps demeure notre atout le plus précieux. Vous savez, on a déjà perdu assez de temps à dealer avec le retard de diagnostic et les conséquences de cette maladie sur les points de vue physiques, mental, relationnel, émotionnel. Avec le coaching, on obtient des résultats plus rapides, puis de façon plus efficace. Puis finalement, on est finalement des êtres sociaux. On a besoin de l'autre pour grandir. Comme Eleanor Roosevelt disait dans le fond, apprenez des erreurs des autres. Vous ne pouvez pas vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même. Donc, quel est le bon candidat pour le coaching? Le bon candidat pour le coaching, c'est un candidat qui est ouvert d'abord à de nouvelles expériences, ouvert à apprendre, à faire le travail, parce que le coaching, c'est du travail. C'est une personne aussi qui est ouverte à de nouveaux challenges, parce que c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on grandit vraiment et qu'on évolue vraiment. Là, on est vraiment chanceux. L'école de coaching, Mobius Coaching and Management, s'est associée à l'Association canadienne de spondylarthrite et on a commencé une initiative de coaching. On a beaucoup de coachs, certains qui ont la maladie, d'autres qui n'ont pas. Et dans le fond, on offre 2 sessions gratuites pour essayer le coaching. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste partir au site web spondylarthrite.ca/coaching. Donc, si vous vous sentez prêt à faire ce saut avec moi ou avec l'un des autres coachs, vous êtes les bienvenus. Planifiez dès maintenant un appel de découverte. Ça ne vous coûte absolument rien avec l'un de nos coachs. Consultez leur bio. Voyez ce qui semble avoir une approche adaptée à vos besoins, vos objectifs et réaliser votre potentiel avec toujours passion et plaisir. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le coaching. On va vraiment essayer de rendre cette maladie invisible, visible. Voilà, je laisse la parole maintenant à Ken Calder. On est vraiment chanceux de l'avoir. C'est une personne incroyable. Ken est un Montréalais de 43 ans. Il travaille en tant que développeur de logiciels pour une entreprise informatique à Montréal. Ken a reçu le diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2005, bien que les symptômes de la maladie aient commencé en 1999. Il fait actuellement du bénévolat dans le cadre d'un appel de groupe patients partenaires depuis 10 ans, donnant des ateliers pratiques aux étudiants en médecine, démontrant comment effectuer l'examen musculo-squelettique. Au cours des 7 dernières années, il s'est également impliqué comme bénévole auprès de la Société canadienne de l'arthrite. Ken a fait de nombreuses allocutions publiques au nom de la société. Il participe au programme Joint Matters at Work et il est apparu à la télévision française et anglaise pour parler de l'arthrite et est souvent bénévole lors d'événements de la société. Merci encore une fois, Ken, d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, yes. Bonsoir. Quand Élie m'a demandé de venir vous parler ce soir, j'étais vraiment content, mais je me paniquais un peu aussi parce que comment fitter 24 ans d'expérience avec une maladie en temps de 10 minutes. Je vais vous donner rapidement mon parcours jusqu'à maintenant, puis peut-être vous donner quelques points des choses que j'ai appris au cours de route sur comment vivre avec la maladie.
C'est ça, j'ai commencé à avoir des symptômes quand j'avais 19 ans. Je me présentais avec le cas classique, s'il y en a un cas classique, mais avec des sacroiliites, avec des douleurs lombaires. Je me suis retrouvé à l'urgence. Je suis allé voir des physios, médecins familial. J'ai tenté beaucoup de choses. Puis ça a pris à peu près 7 ans à mon avis. Je me souviens bien de la journée que je l'ai eue. Je marchais sur la rue Chevreul, puis je pleurais. J'avais 25 ans. Je marchais, puis je pleurais, en partie parce que c'est une maladie chronique, c'est des médicaments pour la reste de ma vie. Qu'est-ce que je pouvais faire? Puis, en partie, j'étais comme soulagé de finalement avoir un nom sur la maladie. C'est comme, OK, on sait c'est quoi maintenant, là, on peut l'attaquer, puis on peut trouver des traitements qui vont fonctionner. On va trouver une vie un peu plus normale que 6-7 ans de douleur sans réponse, sans soulagement. Après ça, ben, c'est un peu le même parcours que la plupart des gens, j'imagine, bâtir une relation avec mon rhumatologue, trouver une façon de travailler ensemble pour mon traitement, trouver des médicaments qui sont efficaces pour moi, qui marchent pour moi. Après ça a pris plusieurs années. C'est un peu essai-erreur avec les médicaments, mais quand même assez court pour trouver quelque chose qui m'a amené à un niveau de normalité, si on veut, raisonnable. J'ai vécu beaucoup de défis au cours des autres 15-16 ans. Il y en a beaucoup, je peux en parler pendant des heures. Élie pourrait te dire que je peux parler pendant des heures là-dessus, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui affecte votre vie. Tout le monde a des défis dans leur vie. Nous, on a juste peut-être une petite variable de plus à gérer. La maladie a eu un effet sur mes relations interpersonnelles, avec mes amis, avec mes parents, avec mes relations romantiques aussi. J'ai suivi des périodes où j'ai vécu avec de l'angoisse assez importante. Dépression aussi. C'était pas facile, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours sorti. Toujours été capable de m'en sortir. Pas toujours tout seul, mais avec de l'aide, on est tous capables de s'en sortir. Vivre notre meilleure vie. Autant que ça, dans mon parcours, en fait, je suis pas mal stable depuis, je dirais, une quinzaine d'années, à part quelques vides qui arrivent 1 ou 2 ans à peu près, là, ce qui n'est pas si grave. Apprendre comment naviguer la maladie avec votre travail aussi, c'est un autre défi. Est-ce que je parle à mon employeur? Est-ce que je ne peux pas parler à mon employeur par rapport à ma maladie? Est-ce que je lui demande de l'aide? Est-ce qu'il peut m'acheter une autre chaise? Changer mon espace de mon bureau, mon espace de travail, que je sois plus confortable. Ça aussi, c'est un autre défi. Et c'est toutes des choses qu'on est capable de gérer. Et comme Brenda disait, on est chanceux d'être au Canada et au Québec parce qu'il y a beaucoup d'outils à nous gérer. Excuse-moi, Ken. Oui. Est-ce que tu peux ajuster le son? On dirait que le son n'est pas parfait. Est-ce que c'est possible de l'ajuster? Je vais prendre juste comme 30 secondes. Ou, je pense que c'est juste le microphone, peut-être. Il est au max. OK, c'est bon. Je vais tenter de parler plus fort. OK, c'est bon. C'est mieux. Qu'est-ce que j'ai appris pendant mon parcours? Il y a des choses que j'ai appris tôt dans le processus. Il y a des choses que j'ai appris peut-être avec l'âge aussi, avec de l'expérience. Mais une chose qui est importante, c'est de bâtir cette relation avec votre rhumatologue. Vous allez être ensemble longtemps et comme n'importe quelle relation interpersonnelle, il faut trouver la façon de travailler ensemble. Parce que je trouve que c'est très important d'être une participant actif dans votre traitement. On ne peut pas aller à la rhumatologue et nous prescrire des médicaments
et on retourne à la maison, on prend les médicaments, puis on retourne dans 6 mois, puis il dit, ben, comment est-ce que tu te sens? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois-là? Puis vous vous souvenez juste des 2 dernières semaines. Et peut-être ces 2 semaines-là ont été bons, peut-être qu'ils n'ont pas été bons. Mais peu importe, c'est d'écouter votre corps, de garder une trace de comment tu sens par jour, par semaine. Tu sais. Pas besoin d'être très formel, mais juste d'être prêt quand vous retournez voir votre médecin, préparez vos questions d'avance aussi. Si vous avez des choses que vous aimeriez y répondre, si vous avez d'autres concerns, peu importe, préparez-vous pour vos rendez-vous. Ça aide, ça m'a aidé beaucoup avec ma relation avec mon rhumatologue et avec ma traitement. Évidemment, rester actif. Brenda va vous dire aussi que rester actif est très important. C'est bon non seulement pour notre amplitude de mouvement, mais aussi pour notre santé mentale. Évidemment, de rester actif à l'intérieur de nos limites. Qu'est-ce qu'on est capable de faire sans causer de la douleur? Ça, c'est évident, c'est incroyable à quel point c'est important. Moi, j'étais quelqu'un qui était très physique, je jouais des sports, j'étais toujours actif. Puis la période où j'avais pas le diagnostic, j'avais pas de traitement, puis j'avais toujours mal, j'en faisais pas. Puis il me manquait beaucoup. Là. Puis quand j'ai recommencé à être actif, ça a eu un effet très, très positif sur comment je sentais physiquement et mentalement. De n'ayez pas peur de demander l'aide. Ça, c'est très important aussi, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à apprendre. Mais Élie parlait Dr. Caron parlait de coaching. Moi, la première fois que j'ai eu une attaque de panique, l'angoisse, où moi, j'ai tout de suite dit à ma blonde, il faut que je parle avec quelqu'un. Je ne peux pas vivre demain. Mais c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de dire, ouais, j'ai un psychologue. On va voir un psychologue ou un psychiatriste ou quelque chose. C'est pas nécessairement évident, mais je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider. C'est quelque chose qui est disponible, c'est facile, c'est pas si cher que ça, surtout si on a des assurances. Mais c'est très important de parler avec votre rhumatologue, parler avec le physio, peu importe, parler avec vos parents, mais n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un, un professionnel qui peut vous aider avec ça. Moi, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie, c'est d'aller voir cette personne-là. Ils m'ont vraiment aidé. C'était incroyable. Gérer vos énergies, encore, le Dr. Caron parlait de la gestion des énergies. Moi, j'ai joué avec la cédule au bureau pour voir qu'est-ce qui marchait mieux pour moi. Moi, je suis un lève-tôt. Je me lève tôt, je commence ma journée très tôt parce que je trouve que je suis beaucoup plus alerte le matin, puis la fatigue commence à m'attraper plus en fin de journée. Fait que, comme là, c'est tard pour moi pour faire une présentation. 9 heures le soir parce que je commence à être fatigué un peu. Donc ma journée de travail, c'est de 7 à 4, de 7h30 à 4. Oui, j'ai essayé de 9 à 5h30, j'ai tenté même de 10h30 à 6h30. Et j'ai trouvé que 7 à 4 marchait mieux pour moi. Fait que n'ayez pas peur d'expérimenter avec ce genre de trucs-là pour trouver ce qui marche pour vous. Et un élément très, très important, je dirais un des éléments les plus importants, je dis tout le temps que c'est une importante partie de ma traitement. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'information, de participer à des webinaires, de participer à des ateliers qui sont... Il y en a beaucoup donnés par le CSA, par la CSS, pardon, the Arthritis Society, la Société de l'arthrite. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur le web aussi. Il y en a des Américains qui sont bons aussi. Mais c'est difficile pendant la pandémie, mais ceux qui sont en personne, puis j'espère qu'on va retourner à des ateliers en personne bientôt, mais c'est une bonne opportunité de rencontrer d'autres gens qui vivent ce que vous vivez, des gens qui comprennent votre expérience, qui vont être, et je dirais la plupart, prêts à partager aussi avec vous ce qu'eux ils vivent.
des expériences qu'ils ont eues, les bons, les négatifs, les médicaments qu'ils ont essayés, des choses qui... Des fois, c'est bon juste de parler avec quelqu'un qui te comprend. Je pense que le CSA a des groupes de sport à différents endroits au Canada, incluant au Québec, auxquels vous pouvez... Puis ils sont faits sur WhatsApp pour l'instant avec des appels Zoom de temps en temps, mais c'est une bonne façon de rencontrer d'autres gens. Puis, j'ai commencé à faire ça il y a 10 ans, puis là, je rencontre des gens de toute marge de vie, tout état financier, mais on a tous quelque chose en commun, on a tous une arthrite inflammatoire. Puis ces gens-là, ils m'ont aidé tellement, ils sont inspirants, ils sont drôles, ils ont une bonne façon de voir la maladie. C'est vraiment incroyable l'impact que ça peut avoir juste partagé avec des gens qui sont comme nous, qui vivent avec la maladie. Puis c'est de même que j'ai rencontré Dr. Karam. Puis Dr. Karam est aussi une autre qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment un élément important, c'est quelque chose que j'ai appris qui peut vraiment nous aider. Félicitations à tous qui participent ce soir parce que c'est vraiment une étape vers votre solution complète, votre traitement complet. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Merci beaucoup, Ken. C'était super inspirant. Je suis vraiment content que tu as pris la parole aujourd'hui. Tu es vraiment bon là-dedans, by the way. Un petit peu d'expérience là-dedans. Ouais, c'est bon. Je vais profiter de cette dernière minute pour répondre aux questions. Dr. Zoomer, quelques questions pour vous. Donc là, on demande en fait, si jamais on a la spondylite ankylosante, est-ce qu'on devrait faire tester nos enfants pour ça? Bon, normalement, on ne fait pas tester les enfants. Au moins qu'ils ont des symptômes. On fait le test pour le gène. Dans le gène, il y a à peu près 50% des chances que votre enfant aura le gène, mais il y a probablement moins de 10% que votre enfant aura la maladie. Donc, comme je dis, la majorité des gens avec le gène n'auront pas la maladie. Donc, tester pour le gène, ça ne donne pas beaucoup d'informations sur si votre enfant a la maladie. Je pense qu'il faut surtout surveiller les symptômes à partir des bas âges, disons comme vers 16, 17 ans, et voir si on a des symptômes inflammatoires ou si on a d'autres symptômes qui arrivent. Mais tester, non. La réponse est non. Parfait, merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que tous les agents biologiques entraînent une immunosuppression? Puis on a quelqu'un dans le domaine de la santé qui justement a eu un diagnostic récent de spondylite ankylosante et qui a une crainte par rapport à pratiquer dans ce milieu de santé puisqu'elle va bientôt passer aux immunosuppresseurs. Bon, donc les agents biologiques sont plutôt des immunomodulateurs que des immunosuppresseurs. Un immunosuppresseur aurait un effet de diminuer l'activité contre l'infection de tous les types de cellules. Donc, les agents biologiques ciblent une molécule en particulier. Les anti-TNF, c'est le facteur de nécrose tumorale. Les IL-17, c'est l'interleukine 17. Et ce que ça fait, c'est parce que quand on a de la maladie, on a une certaine portion de notre système immunitaire qui fonctionne trop. Hein, donc, il y a trop ça, c'est stimulé. Ça donne l'inflammation, donc ça fait partie de la maladie. Il y a une partie qui fonctionne un peu moins bien. Donc, c'est dysrégulier. Alors, quand on donne un médicament pour rétablir un peu la balance, ça diminue un peu ça donne un peu plus de risque d'infection, mais ça diminue le risque d'infection à cause qu'on diminue l'inflammation. Ce qu'on sait que avoir de l'inflammation, en autres mots, si on a beaucoup d'inflammation, ça augmente le risque d'infection. Si on traite l'inflammation, ça diminue le risque d'infection. Et surtout les personnes avec une spondyloarthrite, quand ils reçoivent des agents biologiques, ont très peu de risque d'infection. Ces médicaments sont utilisés aussi chez nos patients avec l'arthrite rhumatoïde. C'est les patients plus âgés qui souvent prennent d'autres médicaments qui peuvent être immunosuppresseurs et qui souvent, ces patients-là ont d'autres maladies. Donc, chez ces gens-là, on voit plus de risques d'infection
Mais quand on regarde les gens avec la spondylite ankylosante qui reçoivent des agents biologiques, il n'y en a pas beaucoup de risques, au moins qu'on a des risques d'autres facteurs, par exemple, si on a une maladie pulmonaire ou si on a d'autres raisons de faire des infections. Et l'autre chose, comme j'ai mentionné un peu aussi, c'est l'inflammation. C'est pas bon si on a une inflammation systémique dans le sang parce que ça augmente le risque de maladie cardiaque, d'infarctus, d'AVC et tout le reste. Donc, calmer l'inflammation, ça diminue également le risque d'avoir ces maladies. Donc, c'est toujours la balance entre l'effet que ça peut donner et le risque de le prendre. Mais surtout pour les gens avec une spondylarthrite, les agents biologiques augmentent très peu, si du tout, le risque d'infection. Parfait. Donc, je peux continuer en médecine? Vous pouvez continuer en médecine, Dr. Karam, oui, sans problème. C'est bon. Est-ce que tous ces médicaments sont couverts par la RAMQ? Bon, alors, les agents anti-TNF et les anti-IL-17 sont couverts. On est choqué. Attendez un petit peu, Dr. Zuma, on est en train de vous perdre. Ce ne sera pas long, on va juste attendre que ça récupère. Problème technique ce soir. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, ça va beaucoup mieux. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez recommencer. Ou pas. Donc, tout au Québec, à l'assurance médicaments, un peu comme Brenda a dit, on est très fortunés. Donc, ces médicaments sont couverts, sont tous couverts, les agents biologiques pour la spondylite ankylosante, mais il y a des critères de remboursement. Donc, les critères de remboursement, c'est d'avoir un certain niveau d'activité de la maladie, un peu comme j'ai monté rapidement les questionnaires, avoir une certaine cote sur les questionnaires et d'avoir essayé au moins 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens qui n'ont pas fonctionné. Et ça donne accès aux médicaments et tout le monde a une couverture et ça dépend de la couverture, mais il y a une portion à payer comme le copaiement pour les personnes. Mais avec les critères remplis, tout le monde a accès à ces médicaments. Wow, on est vraiment chanceux. Comme Brenda disait, c'est pas la même game ici puis en Afrique, par exemple. On est vraiment chanceux. Puis, une autre question pour vous, c'est par rapport à l'évolution de la maladie. Comment ça évolue? Est-ce qu'une forme légère peut évoluer en une forme agressive après quelques années? L'évolution de la maladie est très, très, très variable. Alors, comme je dis, quand j'étais bébé rhumatologue, on voyait la maladie qui était grave et tous les types d'images que Brenda a parlé, qu'on peut voir sur l'Internet et des catastrophes. Mais on a beaucoup de personnes maintenant qui n'ont pas de progression ou très peu d'évolution. Donc, normalement, les gens qui progressent lentement vont continuer à progresser lentement. Il y a un certain petit pourcentage des gens qui progressent rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Ça veut dire surtout devenir raide dans la colonne. Si on devient raide, il faut devenir raide en bonne position et ça, votre physiothérapeute va vous aider pour ça. Mais normalement, après plusieurs années, et on voit que la progression est très lente, normalement, ça reste lent pour le restant de vos jours. Mais en général, la maladie qu'on a maintenant, surtout quand on fait le diagnostic avec la résonance magnétique et quand on n'a pas d'image au niveau de la radiographie, les chances que ça progresse sont minimes. Super. Merci beaucoup. Si jamais nos marqueurs, deux dernières questions, si jamais nos marqueurs d'inflammation restent élevés avec le traitement, est-ce que c'est dangereux? Ce n'est pas le marqueur qui est dangereux, c'est ce que ça reflète. Hein? Alors, si le marqueur d'inflammation reste élevé à cause qu'il y a l'inflammation qui persiste, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait contrôler. Et parfois, on peut faire une résonance magnétique pour voir est-ce qu'il y a encore de l'inflammation au niveau de la colonne. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres raisons pour avoir un marqueur d'inflammation élevé. Et il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autre chose qui explique pourquoi. Et on a certaines personnes, pour des raisons qu'on ignore, que le marqueur reste élevé et que la maladie reste calme par ailleurs. Donc, normalement, il faut trouver la raison pour le marqueur élevé. Normalement, quand on traite, dans la grande majorité des gens, le marqueur va diminuer, au moins qu'il y a, comme j'ai dit, une autre raison pour avoir un marqueur élevé. Parfait.
Et si jamais notre marqueur il est bas et on a toujours mal, est-ce que c'est-à-dire que la maladie est active? Bon, en général, il y a juste 50% des gens avec la maladie qui ont un marqueur d'inflammation élevé. Donc, on a des gens qui ont la maladie, qui ont l'inflammation dans la colonne avec un marqueur qui est normal, premièrement. Deuxièmement, il faut voir vraiment s'il y a de l'inflammation au niveau de la colonne avec les symptômes. Et l'autre chose, il faut savoir qu'il y a d'autres raisons pour avoir mal au dos. Juste parce qu'on a une spondylite ankylosante, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plus tardivement un peu de l'arthrose fasciaire. On peut avoir une maladie discale aussi. Donc, il faut essayer de faire la part. Et des fois, ce n'est pas facile de faire la part entre les symptômes qui sont d'origine inflammatoire ou qui sont d'origine mécanique. Et des fois, on peut avoir un mélange des deux. Donc, c'est surtout les symptômes. Et si on a besoin de faire de l'imagerie, comme la résonance qui peut aider des fois à voir s'il y a encore l'inflammation dans le doute clinique. Super. Dernière question pour ce soir, je vous promets. Est-ce qu'un régime en particulier est conseillé pour les patients avec spondylite ankylosante? Là, j'ai entendu parler du régime Sénialette. Il y a des régimes anti-inflammatoires, il y a des régimes keto, il y a toutes sortes de régimes. Est-ce qu'il y a un régime qui est prouvé efficace et est-ce qu'il y a un régime que vous conseillez? Oui, c'est le régime d'exercice et de physiothérapie qui est le plus efficace dans tout ça. Et de loin. Il n'y a pas de diète qui est spécifique pour ça. La seule diète qu'on a vue qui a amélioré les symptômes de la maladie, c'est la diète amaigrissante pour les gens qui ont un surpoids. Donc, perdre du poids, si on a une obésité, perdre du poids, ça augmente la réponse aux médicaments. Juste perdre 10 kilos, ça peut augmenter. Et ça, c'est pour n'importe quelle diète. On a regardé ça. Il y a des gens qui préconisent la diète méditerranéenne qui peut être un peu anti-inflammatoire et qui peut des fois aider un peu, mais c'est surtout avoir une diète recommandée par Santé Canada, avoir un poids idéal et faire vos exercices. C'est ça qui est le plus important. Parfait. Donc, en résumé, je peux revenir à ma diète libanaise, ça va bien aller. Oh, la diète libanaise est excellente. Excellent. C'est ça que j'ai eu ce soir. C'est parfait. On en parlera plus par la suite. Je vous remercie énormément, Brenda, Ken, Dr. Zoomer. C'était un super webinaire. J'aimerais juste rappeler à tout le monde que c'est juste le premier d'une, j'espère, une longue série de webinaires en français. On a vraiment hâte de vous avoir parmi nous dans les futurs webinaires. Encore merci 1000 fois à nos présentateurs. C'était excellent. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, j'espère. Et merci beaucoup, Dr. Karam, de l'avoir organisé. C'était excellent. C'est rien. Je vous remercie. Au revoir.